Bonsoir à tous. Bonsoir Jean-Luc Mélenchon. Bonsoir. Merci d'être notre invité dans toute franchise ce soir. Il y a 25 minutes, plus de 25 minutes, 30 minutes maintenant, c'était l'heure limite de dépôt des motions de censure contre le 49.3. Il y en a deux. L'une co-signée par la France Insoumise, le Parti Socialiste et le Parti Communiste, et une autre de la droite. Celle-là, vous la voterez, Jean-Luc Mélenchon, bien que sur le fond, on rappelle que la droite est pour une mesure d'âge. Oui, mais ce n'est pas le sujet vraiment. Le texte, bon, il a son importance, mais je suis pour qu'on vote les motions de censure pour marquer la force du désaccord et de la réprobation qu'on a contre ce gouvernement. Et bon... Après, vous savez très bien qu'ils peuvent écrire ce qu'ils veulent, ça ne va pas nous faire changer d'avis. Hein. Les Républicains ont évidemment un point de vue de droite. Ils sont essentiellement concentrés sur l'idée qu'il faut que les gens travaillent plus longtemps en étant au travail plus âgé. Et ce n'est pas du tout notre point de vue, puisque nous sommes pour la retraite à 60 ans. Mais ce qui compte, c'est dans un moment aussi solennel de manifester qu'il peut y avoir une riposte, une indignation parlementaire collective contre la violence du procédé. Certains se demandent à quoi ça sert la motion de censure, puisque si on regarde bien, depuis 1958, il y en a eu une centaine qui ont été déposées. Seule une a été adoptée. Donc à quoi ça sert, en effet, à quoi ça mène? Écoutez, à ce compte-là, on peut se demander à quoi ça sert de faire une assemblée, puisqu'il y a une majorité. À quoi bon faire des débats, puisque la minorité perd tout le temps? À quoi bon la démocratie quand, si on écoute La République En Marche, il n'y a jamais qu'une solution possible? Non, la démocratie, c'est un ensemble de mesures qui permettent que des débats aient lieu, que les points de vue soient représentés et qu'on entende pour quelles raisons les uns l'emportent et les autres ne l'emportent pas. Voilà. Là, nous sommes dans un moment que je trouve pitoyable de la vie commune. Et je m'inquiète beaucoup de voir avec quelle rapidité les bobards des éléments de langage de la majorité sont colportés dans tout le pays. Prenons un exemple. À un moment donné, on a expliqué qu'on avait déposé 700 000 sous-amendements. C'était une pure invention. Je l'ai retrouvé dans 3 ou 4 journaux. Là, on dit, mais c'est vous qui avez fait de l'obstruction et qui avez tout bloqué. Quand on regarde les chiffres, on a discuté moins longtemps sur cette loi que sur celle de 2003 également sur les retraites, avant que le 49.3 intervienne. Ensuite, on a dit, mais les Insoumis ont trusté la parole. Non, ceux qui ont parlé le plus longtemps, ce sont les députés, les Républicains, ce qui est quand même assez normal. Ils sont 100 et nous sommes 17. Donc il y a eu tout un habillage qui a été fait depuis le début par la majorité pour mettre le texte en temps contraint et empêcher qu'on arrive sur les sujets qui allaient leur faire mal. D'ailleurs, vous avez remarqué à quel moment ça intervient, la censure? On va en parler, oui, justement. Sur le timing, on va en parler. Mais sur le fait qu'en effet, on a analysé, écrit depuis des semaines que vous le vouliez, le 49.3, pour faire tomber la majorité dans un piège, pouvoir dire qu'elle était autoritariste. Jamais vous n'avez tendu de piège à cette majorité. Elle n'est pas tombée dans votre piège? La majorité est autoritaire, elle est vulgaire, grossière, ils nous insultent, ils nous marquent comme dans un match de foot en venant s'asseoir. Bon, tout ça, il fallait que les gens le voient pour le croire, parce que jusqu'à présent, on nous avait fait à nous une réputation de violence, d'irritabilité, etc. Et on a bien vu de quel côté tout ça a été. Mais nous, on n'avait pas intérêt au 49.3. C'est pas parce que 4 ou 5 journalistes répètent sur tous les plateaux que nous voulions qu'on arrive au 49.3 que c'est vrai. C'est moi qui fixe la stratégie avec mes amis. Et notre stratégie, c'est que plus le débat a lieu, plus les gens comprennent de quoi il retourne. Donc ça vous pose problème sur le fond? Le problème, il est pour nous, il est maintenant. Parce que comme le débat est interrompu, il est clair qu'il y a moins de gens qui vont comprendre réellement ce qui se passe. Et je voudrais, s'il vous plaît, en profiter aussi pour vous dire quelque chose qui, également hier, est passé sous les radars des commentateurs. Le texte... vous savez comment ça se passe en 49.3. Le gouvernement arrive, en général parce qu'il a un problème avec sa majorité à lui, qui ne veut pas lui obéir ou qui a des amendements, et il dit, écoutez, ou vous le prenez tel quel, ou vous votez la motion de censure. La 49.3 est fait pour maîtriser une majorité. Donc, il y a un texte qui est posé, d'accord? C'est ce texte. Vous approuvez ça, ou sinon, c'est la censure. Bon. Le texte que va déposer M. Édouard Philippe n'est pas celui que nous avons examiné. Il dit qu'il ni est en amélioré. commission spéciale. Pardon, laissez-moi terminer. Que les gens entendent bien avant qu'on entende les arguments de M. Philippe. Ce n'est pas le même texte que celui qui a été discuté pendant 10 jours à la commission spéciale et pendant 12 jours dans l'hémicycle de l'Assemblée. C'est un autre texte avec 300 amendements dedans. 7 ordonnances qui sont mises en texte de loi qui étaient auparavant annoncées comme des ordonnances à venir. C'est donc un autre texte. M. Philippe peut toujours dire qu'il a amélioré le texte. Il disait déjà que son texte était génial avant. Donc c'est un texte génial, amélioré. Ça doit être extraordinaire. Mais en démocratie, ce n'est pas le chef du gouvernement et de l'exécutif qui décide
du contenu de la loi à la virgule près, à l'ordonnance près. Dans quelle démocratie au monde? Donnez-moi un exemple. Dans quel autre pays, à part peut-être en Chine, hein, ou peut-être en Corée du Nord, dans quel pays est-ce qu'une loi est considérée comme adoptée à partir du moment où le chef du gouvernement l'a décidé? Eh bien, ça n'existe pas. Alors quand même, je reprends effectivement les arguments du Premier ministre. On l'a vu il y a quelques instants, il a même envoyé une lettre à Laurent Berger directement. Il dit que le texte est donc amélioré et on voit les nouveaux droits apparaître selon donc, notamment le Parisien, ou ce qu'on peut lire. Nouveaux droits pour les personnes exposées à la pénibilité, situation des femmes améliorée, garantie aux professions libérales. Vous parlez souvent des avocats, vous Jean-Luc Mélenchon, concernant leurs réserves, le maintien de leur caisse, clarification des règles d'amélioration. D'accord, on a compris, c'est merveilleux. Et c'est présenté comme aussi une manière de dire on prend en compte des amendements de la majorité et de l'opposition. Madame Kerouac, ça me désole de vous entendre parler comme ça. Parce que reprends. le Premier ministre vous soumets les arguments du Premier ministre. Alors là, vous m'en passez, si vous voulez, on va examiner. Il y a 15 articles qui sont concernés. On va donc avoir le débat sur ce plateau sur 15 articles. Monsieur Édouard Philippe est un menteur. Il a déjà dit que sa réforme serait excellente pour les femmes. Nous avons fait 10 fois la démonstration que c'était le contraire. Il a dit que sa réforme était géniale pour les fonctionnaires. On a montré qu'il les appauvrisserait. Et ainsi de suite, qu'il les appauvrirait. Et donc ce sont des affirmations et il compte sur le fait qu'elles vont être répétées partout pour que ça passe pour de la vérité. Ce n'est pas le cas. Et les modifications qu'il apporte, si vous me laissez un petit délai, je veux dire, il est arrivé avec un nouveau texte samedi, nous sommes dimanche soir 18h, entre-temps on a fait une motion de censure, bon, puis je ne suis pas très malin, donc il me faut un peu plus de 12 heures pour éplucher 15 nouveaux articles, 7 ordonnances, et sans étude d'impact, comme c'est en train de le faire. Voyez-vous, c'est ça qui est détestable dans leur façon de faire. C'est que c'est une manière d'asséner des choses, et puis ensuite débrouillez-vous, personne ne comprendra ce qui se passe vraiment. La dernière fois, si vous vous en souvenez bien, c'est moi qui ai fait apparaître que la progression du point de retraite se ferait en fonction d'un indice qui n'existait pas. Si je ne l'avais pas fait dans l'hémicycle, dans la commission spéciale, personne ne s'en serait rendu compte. Et mes collègues Caténas ou Autain en ont soulevé plusieurs autres dans cette commission. Donc c'est leur technique, abasourdir les gens, enfumer, et puis après, débrouillez-vous pour montrer que c'est faux. C'est ce que nous faisons, et c'est à ça que sert le débat parlementaire. S'il n'y avait pas eu ce débat parlementaire, vous n'auriez jamais su tout ça. À la question, en gros, à qui la responsabilité de ce 49.3 ? Nous avons posé la question à la porte-parole du gouvernement sur ce plateau hier soir. Je vous propose de regarder sa réponse. Depuis 2 semaines, il est en train d'argumenter pour savoir si on remplace parfois par en même temps. La France insoumise a déposé des amendements de suppression pour empêcher que les Français aient un minimum de pension, pour empêcher que les femmes qui ont un enfant dès le premier enfant puissent bénéficier d'une majoration de pension. Donc c'est ça qu'on est en train de nous expliquer. Moi, je considère que la brutalité, elle vient de la France insoumise, quand la France insoumise empêche l'Assemblée nationale de fonctionner normalement. Alors, je vous laisse y répondre. Bon, il est normal que la majorité s'en prenne à nous, ça me choque pas. Bon, c'est la vie. Moi aussi, je viens de dire à l'instant que M. Édouard Philippe était un menteur. Dans la polémique, des fois, le ton monte. Je ne lui en veux pas de ça, mais je lui en veux de dire des choses qui ne sont pas. Et c'est ce qu'elle vient de faire, pas seulement en disant la France insoumise n'aime pas les femmes, n'aime pas les vieux, n'aime pas... Bon, tout ça, c'est pas sérieux. Mais elle parle de l'obstruction. Ce n'est pas vrai. Il y a eu un débat sur le fond, sur toute une série de sujets. Et si nous avons perdu du temps à l'Assemblée, c'est de la faute du président de l'Assemblée nationale, M. Ferrand, qui le premier jour a créé un incident qui a duré 2 jours. Et c'est ces 2 jours qui nous ont mis considérablement en retard. Nous, on n'a pas peur d'évoquer point par point. Et heureusement que j'ai fait ce qu'il a fallu faire avec mes camarades, les 17. C'est que si on n'avait pas mis tous nos amendements au début, eh bien, il y a toutes sortes de sujets qui n'auraient jamais été abordés. Ceux qui sont à l'article 65, par exemple, tout ce qui concerne la capitalisation, etc., etc. Donc, nous avons agi de manière responsable, de manière démocratique, parlementaire, et la majorité a fait une espèce de tir de barrage. Pourquoi ? Parce qu'ils ont peur de ce qu'ils sont en train de faire. Parce que leur propre majorité peut à certains moments vaciller, ne plus être d'accord, parce qu'ils se collent des professions entières à dos. L'armée, cette fois-ci, contre eux, les fonctionnaires. Pour certains, l'analyse, c'est de dire qu'il fallait arrêter tout cela avant de passer aux discussions sur la valeur du point. C'est ce que vous pensez aussi ? Comment ça ? Non, moi j'étais pour qu'on discute la loi le temps qu'il fallait. Non, que la majorité voulait stopper le texte avant d'en arriver sur des discussions sur la valeur du point. Je pense que la majorité savait qu'elle arrivait dans un moment qui allait être désastreux pour elle. C'est celle où se discutait la valeur du point,
sa valeur d'achat, sa valeur de vente et la trajectoire en cours de route. Où là, nous avons présenté des arguments qui montrent qu'en réalité, tout le monde va y perdre et que la plupart des indices sont fondés sur des bases qui sont absolument inconnues. On ne sait pas comment ça va fonctionner. Alors, ce ne sera pas ça, la suite. Donc, il y a eu le 49-3. La suite, ce sera quoi? Vous comptez sur la droite au Sénat pour stopper le texte? Alors, on compte surtout sur nous-mêmes, mais disons les choses comme elles sont. Il y a 2 lois, les gens ne le savent pas. Il y a 2 lois pour cette réforme des retraites. Une loi ordinaire et une loi organique. Le 49.3 ne peut être utilisé que sur la loi ordinaire. Donc la loi organique va rester à l'Assemblée et compter sur nous pour qu'elle soit bien étudiée à fond. Elle revient mercredi. Le texte va arriver au Sénat. Le Sénat, je ne compte sur rien. Je sais seulement comment le Sénat est constitué. Et au Sénat, c'est l'opposition de droite qui est majoritaire. Donc il me semble peu probable que ça passe comme une lettre à la poste. Et puis, il y a un groupe communiste qui est extrêmement actif au Sénat, et je pense qu'ils vont savoir aussi quoi faire. Et recours devant le Conseil constitutionnel, c'est envisagé? Attendez, après la loi revient à l'Assemblée nationale, et à l'Assemblée nationale, il y a nous. Par conséquent, là aussi, la bataille aura lieu. D'ailleurs, vous préparez le même travail d'obstruction en ce moment que lors de la première partie? Nous, on n'appelle pas ça de l'obstruction. Nous, on a décidé une fois, non mais attendez, je vous donne acte de ça. On a compris qu'on allait nous casser les pieds à chaque interview sur le thème vous faites de l'obstruction, est-ce que c'est... Alors on a dit oui, ce que vous voulez. Pourquoi? Pour qu'on parle d'autre chose. Et on a très bien réussi notre coup, parce qu'en effet, c'est passé dans le fond de l'air. Mais quand la loi va revenir, il faut que vous sachiez qu'elle aura été transformée par le Sénat, et le gouvernement lui-même a dit qu'il introduirait dans la nouvelle version, il y aura donc encore une version, il introduira le résultat de la conférence de financement. Donc le texte que nous allons revoir dans 1 mois et demi, 2 mois, n'aura plus rien à voir avec celui qu'on avait au départ. Donc, en effet, nous imposerons, si nous le pouvons, un examen extrêmement minutieux, morceau par morceau. Vous avez déjà déposé des amendements sur le retour de cette loi mercredi, organique? Je pense, ça va se régler là. D'abord, la réunion de groupe, vous savez, pour que ça tienne bon à 17, il faut avoir des pratiques très collectives, et c'est notre cas. Et recours auprès du Conseil constitutionnel, vous l'envisagez, vous, ou pas? Évidemment, on fera tout ce qu'il faut. Mais attendez, avant tout ça, quand même, qu'on dise ce qui va se passer. Ouais. C'est que il va y avoir le vote sur la motion de censure, et ce jour-là, dans tout le pays, les organisations syndicales ont appelé à des rassemblements et des manifestations. Il ne faut pas croire que le gouvernement est débarrassé du peuple. Justement, vous parlez d'un mouvement populaire, vous en avez parlé dès hier, vous y appelez, vous espérez que tout cela va relancer la machine de la contestation dans la rue, qui était peut-être un peu éteinte ces dernières semaines. Est-ce que vous êtes déjà en lien avec Philippe Martinez et les organisations syndicales, par exemple? On espère que les organisations syndicales, déjà, elles ont lancé un appel, j'ai vu, le jour du vote à l'Assemblée nationale. Donc le jour du vote à l'Assemblée nationale, il y aura des manifestations partout dans le pays. Et puis après, l'intersyndicale prendra ses dispositions. Vous savez que nous, on s'interdit de critiquer ou de donner un point de vue sur les syndicats. Modération à laquelle ne s'astreint pas la CFDT, qui nous attaque régulièrement, je trouve d'une manière qui est pas très loyale. Ils disent vous avez fait de l'obstruction. Bon, ben ça c'est l'argument du gouvernement. Je pense que des syndicalistes doivent comprendre que c'est dur à moins de 100, les 3 groupes, de faire face à 400 personnes dans une assemblée. Donc il y aura ces mouvements de masse, je l'espère. Après, comprenez bien une chose, ceux qui ont repris le travail, cheminots et traminots, ou électriciens, etc., ce ne sont pas des gens qui ont été vaincus ou qui ont changé d'avis. Ce sont des gens qui ont des comptes à régler. Parce qu'ils ont perdu souvent 1 mois de salaire et qu'ils ont toujours en travers de la gorge comment ils ont été traités et le sort qui leur est réservé par le nouveau régime des retraites. Par conséquent, le pays est disponible pour l'action. J'ai parlé des syndicats, mais il y a aussi autre chose qui existe, qui est un Conseil national de soutien à la lutte contre la réforme des retraites, qui lui aussi a ses réunions et lancera ses mots d'ordre que, bien sûr, nous, on aura à cœur de suivre, puisqu'on est membre de ce Conseil national, nous autres, les Insoumis. Parmi les réactions, il y en a eu une suite au mouvement spontané hier soir, de Ségolène Royal, par exemple, qui demande au gouvernement de retirer le 49.3. Au vu des mobilisations spontanées, cela risque de mal finir, dit Ségolène Royal. Est-ce que ça risque de mal finir, Jean-Luc Mélenchon? Écoutez, je ne sais pas ce que veut dire mal finir. Les gens sont extrêmement révoltés par le procédé qui a été utilisé. Et puis, si vous voulez, quand les heures passent, l'ancienne manière qui consistait à bourrer le crâne des gens en leur faisant croire des éléments de langage du gouvernement. Maintenant, les gens se renseignent.
Par exemple, sur mes amendements, vous avez entendu la ministre de la propagande du Premier ministre dire oui, ils ont présenté que des amendements qui veulent rien dire. Peut-être bien, mais 140 de mes amendements ont été annulés avant même qu'on puisse les examiner par l'Assemblée nationale et le secrétariat des débats. Donc, si vous voulez, quand on multiplie les provocations de cette nature, on finit par rencontrer une opposition qui est de plus en plus dure. Et là, il s'agit de gens dans la rue. Mais écoutez-moi bien, qu'est-ce qu'on leur dit aux gens dans la rue? On va leur dire quoi? Attendez, ça va se régler au Parlement? Non, ils voient bien que ça ne se règle pas, puisqu'on nous interdit de parler au Parlement. Alors, on ne peut pas parler au Parlement, on ne peut pas parler dans la rue. Qu'est-ce que vous croyez que c'est, le peuple français? Un ramassis de moutons? Non. Vous parlez même dans le journal du dimanche aujourd'hui de pulsions totalitaires. Jean-Luc Mélenchon, c'est le président qui a des pulsions totalitaires, selon vous? Eh bien, oui, à certains moments, déjà, c'est un gouvernement autoritaire, maintenant l'affaire est claire. Les premières fois que j'en parlais, ou que mes camarades en parlaient, on me disait « oh là là, vous exagérez ». Maintenant, à peu près tout le monde est d'accord dans les oppositions, que ce soit à droite comme à gauche, pour dire ça va trop loin, c'est trop brutal, c'est trop de... Puis oui, il y a ce côté physique, de la pression. Alors dans la rue, c'est les éborgnements à répétition. Dans les tribunaux, c'est la prison ferme pour les gilets jaunes. Dans l'hémicycle, c'est cette manière de se mettre à côté de nous pour nous mettre pression. Donc on comprend qu'on a affaire à une manière d'agir qui est autoritaire. Mais il y a des moments où, en effet, il y a une pulsion totalitaire, c'est-à-dire c'est l'idée que c'est comme ça et pas autrement, et que tous ceux qui ne sont pas d'accord sont des fous ou des délinquants. Et ça, c'est typique des régimes totalitaires. Ces mots, ils sont forts. Marc Fesneau, le ministre en charge des relations avec le Parlement, a réagi à vos propos. Je vous propose de les regarder. Je me demande s'il ne se parle pas à lui-même. Vous voyez, je ne me sens pas, moi, dans un gouvernement, dans une majorité, dans un pays qui a des pulsions totalitaires. Ce n'est pas moi qui ai appelé à l'insurrection au moment de la crise des Gilets jaunes ou à marcher sur tel ou tel bâtiment. Ce n'est pas moi qui appelle à la grande révolution ou au grand soir. Ce n'est pas moi qui a quand même fichtrement du mal à dénoncer les violences qui sont faites à l'endroit de parlementaires ou de leur permanence. Et donc, je pense que nous sommes garants, nous, le gouvernement, mais pas nous seuls, une partie de l'opposition, des institutions telles qu'elles sont. Et j'entends plutôt chez M. Mélenchon, beaucoup de ses amis, la volonté de mettre à bas les institutions. Et donc les pulsions totalitaires, je pense qu'il faut se regarder dans le miroir et regarder qui porte les plus grandes pulsions totalitaires. En tout cas, c'est certainement pas chez nous. Voilà pour la réponse de Marc Fesneau qui vous est faite. C'est lourd, hein, il a du mal à embrayer, il est un peu diesel, là. Hein. Bon, je ne vais pas passer ils passent leur temps, chaque fois qu'il y a une violence contre leur permanence, à nous en accuser. Quand ce sont nos permanences qui sont saccagées ou agressées, ils n'ont jamais un mot pour nous. Je mets tout ça de côté parce que c'est de la guéguerre de propagande. Mais je voudrais redire, puisque vous m'en donnez l'occasion et que ce menteur m'y aide aussi, sur la violence, je veux dire encore une fois, pour je ne sais combienième fois, et d'ailleurs la dernière fois que je suis venu sur ce plateau, je l'avais fait. J'invite mes amis à ne jamais recourir à la violence, parce que la violence, c'est ce qu'attend le pouvoir. Le régime a besoin que la violence des manifestants justifie la violence policière, la violence judiciaire et les autres méthodes de brutalité qui sont utilisées. Donc, mes amis, quand vous allez vous rassembler le jour du vote de la motion de censure, soyez très prudents et ayez soin de bien maîtriser tout ce qui sera fait pour qu'il n'y ait pas de violence. Évidemment, si vous voyez des groupes de policiers, écartez-vous parce qu'ils sont très violents et évitez que ce soit la surenchère, la montée en puissance. Voilà. La violence ne nous sert pas, elle ne sert que le régime. D'ailleurs, vous le voyez, il passe son temps à inventer une violence qui n'existe pas. La permanence d'Édouard Philippe a été caillassée hier soir. Vous condamnez ? Écoutez, madame, j'en ai assez d'être interrogé sur tous les plateaux. Est-ce que je condamne ceci? Est-ce que je condamne cela? La permanence de mon camarade Éric Coquerel a été entièrement repeinte. Est-ce qu'on va en parler et on va condamner ça? Est-ce qu'un quelconque de La République En Marche va condamner ça? La permanence de ma camarade Caroline Fiat s'est vue déverser par la FNSEA du fumier devant sa porte. A-t-on entendu quelqu'un critiquer ça? Le représentant des Insoumis dans la ville d'Étampes. Son domicile a été incendié 2 fois. Quand a-t-on entendu La République En Marche et les plateaux de journalistes s'indigner? Alors, je redis ce qu'est ma position. Je ne suis pas d'accord avec l'utilisation de la violence. Mais je dis aussi que La République En Marche est une organisation extrêmement malveillante,
de mauvaise foi et qui ne respecte pratiquement aucune des traditions de respect qu'une majorité a pour son opposition. Voilà. Alors, le pays va vivre avec ça, je le déplore. Je poursuis un peu sur la réforme des retraites, le 49.3 et l'agenda. On a commencé à effleurer la question en début d'interview, le timing, le choix avec le Conseil des ministres consacré au coronavirus hier matin et puis cette annonce finalement. Est-ce que vous estimez comme d'autres que le gouvernement, là je cite Olivier Faure par exemple, a utilisé une crise sanitaire en cours pour rogner la démocratie? Ah ben on peut le penser parce que quand même, évidemment maintenant on s'étonne plus de rien, mais quand même, un conseil des ministres convoqué comme ça à la hussarde, si c'est pour une crise grave, d'accord, c'est une très bonne idée. Mais si au passage on a entrée coronavirus, plat et dessert, le 49.3, je trouve ça grossier, vulgaire et pas conforme à l'état d'esprit qu'il faut créer. Si le coronavirus est un danger aussi important que le gouvernement le dit et les autorités sanitaires mondiales. Alors il faut tout faire pour permettre aux gens de faire bloc, c'est-à-dire de suivre les consignes, de penser qu'on peut le faire d'une manière loyale. Mais si on donne l'impression que la crise sanitaire est un moyen d'instrumentaliser d'autres tripotages politiques, alors on ruine la confiance dans les autorités. Est-ce que vous allez jusqu'à penser, comme l'a tweeté Fabien Roussel, lui leader du Parti communiste, que interdire les rassemblements de plus de 5000 personnes, comme ça a été annoncé dans le cadre du coronavirus, et en même temps décider d'utiliser le 49.3, c'est une grosse ficelle, et en gros c'est pour interdire de manifester contre le 49.3? Je crois que c'est ce que je viens de dire. Ah non, je ne sais pas si c'est en gros pour empêcher de manifester pour le 49.3, parce que ça, on nous a dit pas de rassemblement de plus de 5000 personnes. Bon, ben, très bien, donc nous en mettrons 5000, un espace, 5000 autres, et ainsi de suite, dans une rue, dans une autre. Il ne faut pas être plus de 5000, donc occupez toutes les rues que vous pouvez occuper à 5000. Mais oui, il y a de la manipulation, et puis ça peut nous détourner de la réflexion qu'on doit avoir sur ce qui est en train de nous arriver avec cette crise du coronavirus. Parce que, pardon de vous dire que le plus grave, c'est quand même tout ce que ça met à nu. Je ne parle pas de la crise sanitaire. Je redis à tout le monde, suivez les consignes sanitaires et ne faites pas les je sais tout qui sait mieux que les autres. Nous suivons les consignes sanitaires et réfléchissons à tout ce que ça met à l'ordre du jour. Par exemple, comment se fait-il que nous soyons en pénurie de médicaments? Nous allons en parler en effet. Mais en effet, passons au coronavirus précisément. L'unité nationale, elle tient toujours sur ce sujet. On l'a vu à la sortie de Matignon cette semaine. Ça tient toujours, l'unité nationale, autour du coronavirus? Moi, je crois qu'il faut suivre les consignes des autorités sanitaires. Quand tout le pays, si le gouvernement a invité tous les chefs de parti et les présidents de groupe à venir, c'est qu'il estime que la situation est grave. Il est le mieux placé pour connaître l'état de la situation. Au demeurant, l'Organisation mondiale de la santé a alerté sur le risque de la pandémie. Donc il faut prendre ça au sérieux. Et il faut le faire, alors bon, sans en rajouter, mais sans non plus sous-estimer. Donc moi, ma ligne, c'est que quand le pays est confronté à un défi commun ou à un péril commun, on fait bloc. Hein. Je ne dirais pas on se serre les coudes, puisqu'il paraît qu'il ne faut pas se toucher de trop près. Vous ne serrez plus la main, vous, on pose la question à tout le monde. Hein. Oui, mais on fait bloc. Il faut faire bloc et suivre les consignes des autorités sanitaires. Et puis, il faut réfléchir, parce que d'une crise à l'autre, quand même, je trouve qu'on n'apprend pas beaucoup sur cette question, si vous permettez qu'on l'aborde, des médicaments. Ah ben, la dépendance à la Chine, vous voulez dire, à 80%? La dernière fois qu'on a eu une épidémie qui arrivait d'Asie, je m'empresse de dire que je dis venant d'Asie, parce que là, c'est là qu'il y a le plus grand nombre d'êtres humains. Donc il est normal que ce soit à cet endroit-là que les épidémies démarrent. On avait déjà fait le constat que 80 à 90% des molécules dont on avait besoin sont produites là-bas. Je rappelle qu'il y a 30 ans, elles étaient produites en Europe. Je ne suis pas hostile, bien au contraire, à ce qu'en Asie, on dispose des équipements pour fabriquer les médicaments, mais je suis très hostile au fait qu'on ne puisse plus le faire en Europe. On nous dit qu'il y a 4 mois d'approvisionnement en médicaments. Mais la dernière fois, on a bien vu tout ce qui manquait. J'espère que les gens comprennent bien. Je ne suis pas en train de parler des médicaments pour faire face au coronavirus, mais à tous les médicaments, d'une manière générale. Donc vous proposez quoi, vous, Jean-Luc Mélenchon? Moi, vous avez mis sur la table une annonce en sortant de Matignon, une agence française. Oui, nous avions, dans le programme L'Avenir en commun, qui reste notre référence, nous étions pour une agence publique du médicament. Et il y a plein de raisons à ça. La première est d'abord d'être capable d'être indépendant. J'y insiste, moi je suis un indépendantiste français dans le cadre dans lequel ça peut se faire. Il faut que nous soyons capables de produire nous-mêmes nos médicaments. Quand nous n'en sommes plus capables, nous sommes en voie de tiers-mondisation. Parce que là, ce qu'on appelait hier le tiers-monde,
c'était une zone du monde où on ne peut produire pratiquement aucune des choses dont on a besoin parce que l'industrie n'était pas là, parce que la chimie n'y était pas, etc. Donc l'Europe s'est mise toute seule dans une situation où elle n'est pas plus avancée que l'était le tiers-monde, puisqu'elle ne peut plus produire ses propres médicaments et des molécules extrêmement élémentaires, pas des choses super sophistiquées. Nous avons en France la capacité d'être autonome en matière de vaccins, grâce aux infirmeries des hôpitaux, mais oui, il nous faut un pôle public du médicament. J'ajoute la chose suivante. C'est quand même quelque chose d'incroyable. La sécurité sociale rembourse les médicaments que vous utilisez. Hein. Bon, ça serait peut-être pas une trop mauvaise chose que l'État ait à voir avec le prix des médicaments et la manière avec laquelle ils sont produits. Donc j'estime que dans un système de dépenses socialisé, la sécurité sociale, ce serait bien que le médicament soit contrôlé. Et donc cette agence, elle est financée par le médicament lui-même. C'est la circulation normale des médicaments entre ceux qui les consomment et ceux qui les prescrivent. Il n'y a aucun problème de financement à cet égard. Et est-ce que, pour vous, c'est la preuve que la mondialisation a dérapé et qu'il y a eu des erreurs stratégiques et politiques que tout ça a dérapé? Dérapé, je ne sais pas. Bon, il faut aussi... là, en ce moment, il se dit un maximum de bêtises. Les grandes épidémies qui ont frappé au XIVe siècle ou dans ma ville, Marseille, en 1720, sont toujours des épidémies qui sont venues du commerce mondial. Hein. L'épidémie qui a tué la moitié de la population en 1720 à Marseille, elle venait elle aussi de Chine. Et puis il y a toujours les gros trafiquants qui, là au milieu, viennent s'arranger pour cacher les épidémies quand elles arrivent. Alors, bien sûr que la mondialisation est en cause, mais pas de la façon que l'on dit, c'est pas parce que des choses voyagent que les virus voyagent, ils n'ont pas besoin de ça pour voyager. Mais par exemple, si la propagation des virus passe des animaux aux hommes de manière beaucoup plus intense, aux êtres humains, c'est parce que les êtres humains détruisent les habitats naturels des animaux. Or, vous ne le savez peut-être pas, mais j'en informe parce que moi je l'ai appris. 2500 virus peuvent tuer un être humain. 1400 viennent des animaux. Ça ne tient pas à la malveillance des animaux. Les chauves-souris chinoises n'ont jamais demandé à aller habiter en ville. C'est parce qu'on leur a détruit leur habitat. De la même manière, l'intérêt pour nous tous serait de comprendre que tout ce qu'on peut produire localement, c'est aussi bien de le faire. À quoi bon trimballer des fraises, des tomates, des artichauts depuis un bout du monde à l'autre alors qu'on est capable de le produire sur place. Donc, il faut qu'on mondialise que ce qui doit l'être. Autrement dit, que l'on pratique un protectionnisme, bien sûr solidaire, on ne pourra jamais tout produire nous-mêmes, donc il faut s'entendre avec les autres, mais qu'on ait pour règle, on produit localement le plus de ce qu'on peut produire. Alors justement, Bruno Le Maire, il en a parlé de la relocalisation ces derniers jours. Il dit effectivement que cette séquence est un game changer, c'est-à-dire que ça va changer les règles du jeu. Pourquoi il ne parle pas en français, celui-là ? Et il a des synonymes aussi en français. J'ai cité l'expression anglaise, mais en tout cas, il parle de relocalisation. Et il dit que c'est une réflexion à mener. Vous dites OK, très bien, monsieur le ministre de l'économie, ça va dans le bon sens ? Eh bien déjà, ça change, hein, parce que c'est pas ce qu'il disait il y a quelque temps. Bien sûr, mais c'est pas des réflexions dont on a besoin maintenant, c'est d'action. Hein. Il faut se décider et faire ce qu'il y a à faire. Et le faire, comment dire, avec, si vous voulez, une conscience écologique qui soit une conscience du salut commun avec les moyens qui va avec. Pas l'écologie de consensus, gnangnan, où tout le monde est d'accord pour dire qu'on préfère l'air pur et l'eau potable. Il s'agit maintenant de se donner les moyens de faire face à ce qui s'avance vers nous. Et donc, il faut relocaliser. Relocaliser, ça veut dire planifier. Pardon de vous dire que vous ne relocaliserez rien du tout si vous n'êtes pas capable de mettre en face une main-d'œuvre qualifiée qui sait le faire, si vous n'avez pas pour une agriculture paysanne une maîtrise de la terre qui vous permet d'affecter aux cultures vivrières ce qui aujourd'hui est affecté à des cultures d'exportation, etc., etc. Donc là, il n'y a pas de relocalisation sans planification. Et autre conséquence, c'est l'impact sur les places boursières, l'impact économique. Daniel Cohen, l'économiste bien connu dans le journal du dimanche, estime que oui, ça peut provoquer une baisse de la croissance mondiale. Certains pensent même à une crise économique à venir. Vous le redoutez ? La croissance, c'est pas vraiment le mot, parce qu'on ne sait plus ce que veut dire croissance. Si c'est pour produire des cochonneries qui saccagent tout, il vaut mieux qu'il y en ait moins. Mais ce qui est important, c'est de voir que la bulle financière qui surplombe le monde, les gens ne le savent pas, mais il y a 150 ou plusieurs milliers de fois plus d'argent qui circule que de biens réels à quoi il correspond. Donc, à tout moment, la bulle peut éclater. Et en effet, s'il y a un ralentissement de l'activité dans un point du monde, et c'est le cas en Chine,
dont on a fait l'atelier du monde. Eh bien, oui, en effet, en cascade, il peut se produire une crise financière majeure. Voilà, ça, c'est la probabilité la plus forte aujourd'hui. On a parlé des conséquences économiques, mais les conséquences sur la santé, quand vous voyez qu'il y a eu 100 cas, il y a un nouveau point qui est annoncé vers 19h15 à la Direction générale de la santé, peut-être de nouveaux cas à venir. Votre niveau d'inquiétude par rapport au virus, on est passé au stade 2, l'enjeu c'est d'essayer de ne pas passer au stade 3. Quel est votre niveau d'inquiétude ? Je ne suis pas capable de mesurer mon niveau d'inquiétude. Moi, je crois à l'organisation, à la discipline, aux mesures qui sont prises par les autorités sanitaires. Mais c'est peut-être aussi le moment, au milieu de cette alerte générale, de cette peur qui devrait tous nous submerger. Pourquoi ? Parce que le gouvernement, après avoir fait le 49.3, a l'intention de reporter les élections municipales. Alors, vous le croyez ça ? Parce que l'exécutif dit non. Ils sont capables de tout. Pas à ce stade, écoutez, dit Olivier Véran, le ministre de la Santé. Il y a 3 jours, le Premier ministre nous a dit dans la réunion à laquelle il nous a invités, mais non, je n'imagine même pas qu'une idée pareille puisse être discutée, je ne sais pas d'où vient cette rumeur. Maintenant, c'est un ministre qui dit lui-même, à ce stade, tout le monde a compris. Ça veut dire que s'ils en ont la possibilité, exactement comme pour le 49.3, ils essaieront d'ajourner les élections. Alors, je voudrais rappeler à ceux qui nous écoutent, sans vouloir minorer, si peu que ce soit, les risques, que 85% des gens qui seront contaminés par le coronavirus n'auront aucune conséquence sur leur santé. Que c'est 15% des gens et que le vrai problème qui se pose, qui auront un problème, est 2% qui peuvent en mourir. Le vrai problème qui se présente devant nous, ce n'est pas coronavirus, c'est la jonction entre l'épidémie de coronavirus provoquant un afflux dans les hôpitaux, des hôpitaux qui sont déjà exsangues avec un personnel qui dit « nous allons nous écrouler », et le pic de l'épidémie de la grippe ordinaire, comme on dit, qui a déjà tué 43 personnes dans ce pays, dont 6 gosses. Parce que la grippe ordinaire, grosse guillemets, a tué 46 personnes. Le coronavirus, 2 dont une, on n'est même pas sûr que ça mort de ça. Donc si vous avez les 3 choses qui arrivent en même temps, un système saturé, coronavirus et la grippe, alors là, oui, ça va être un problème. Est-ce que vous craignez pour ces élections toujours que cela gêne la participation, augmente l'abstention et rebatte du coup un peu les cartes ? Je ne sais pas, et puis au fond, mon avis sur ce sujet n'a aucun intérêt. Ce qui est important d'un responsable, qu'on attende d'un responsable, c'est qu'on explique les choses, qu'on dise comment il faut faire et ce qu'il faut faire. Donc je redis que si je gouvernais à cet instant le pays, la première chose dont je me préoccuperais, c'est de l'hôpital public, c'est-à-dire de l'endroit où les problèmes vont être traités. J'ai demandé au Premier ministre si les cliniques et les hôpitaux privés seraient réquisitionnés eux aussi. Il m'a répondu que bien sûr, mais que les meilleures installations de confinement existaient dans l'hôpital public et pas ailleurs. Par conséquent, on voit la place centrale qu'occupe l'hôpital public dans la chaîne du traitement des maladies dans notre pays. Il faut d'urgence mettre du monde de plus dans nos hôpitaux publics. Ne laissez pas les urgences, qui sont déjà débordées, être demain débordées par des gens qui s'affoleraient et qui viendraient là. Et certains s'affoleraient. Dans un hôpital cette semaine, a défendu son Oui, il est aussi allé au Mont-Blanc, c'est pas ça qui a fait repousser le glacier. Il est allé, il avait même amené son petit seau de glaçon, j'imagine. Il est allé à l'hôpital, il a soigné quelqu'un. Non, tout ça, c'est bien qu'il le fasse. Il faut qu'on voit le président, je ne vais pas discuter ce point-là. Mais à quoi ça sert ? Si ce n'est pas pour prendre derrière les mesures d'urgence, de salut commun. Alors je redis cette expression, c'est la mienne. Il y a des moments où il y a le salut commun. C'est-à-dire que tout le monde est impliqué, quelle que soit son opinion politique, sa religion, sa couleur de peau, et tout le monde est concerné. Et à ce moment, il faut les mesures de salut commun. Il faut, pour l'hôpital public, d'urgence, mobiliser des moyens. Il y a des sous dans ce pays, bon sang. À quoi bon faire les radins et à essayer de dire, non, on ne va pas mettre trop d'argent. Qu'est-ce que vous attendez ? Que tout le monde soit malade ? 18h38, Jean-Luc Mélenchon, c'est l'arrivée de Guillaume Tabar sur ce plateau, éditorialiste au Figaro. Bonsoir Guillaume. Vous avez suivi, comme toutes les semaines, l'interview depuis la régie. Bonjour, monsieur Tabar. Je vous laisse quand même vous installer, mais vous allez nous dire ce que vous avez retenu, pensé de cette interview pour commencer. Oui, Jean-Luc Mélenchon, je vous ai écouté avec intérêt. Et merci. Sur toute la procédure parlementaire autour des retraites, j'ai quand même trouvé que vous accordiez quand même le beau rôle. Le gouvernement qui est totalitaire, vulgaire, grossier. Totalitaire. Non, j'ai pas dit ça, Guillaume Tabar. Non, j'ai dit qu'il y avait des pulsions. D'ailleurs, votre collègue du journal du dimanche, mais ça a dit, alors jusqu'où ? Alors, non, c'est écrit. Non, nous ne sommes pas dans un régime totalitaire, mais il y a des pulsions totalitaires. La preuve, c'est que vous êtes là pour le dire, donc c'est que... Ben oui, non, mais on pouvait le lire avant, mon cher. Hein. Bon. Quant à vulgarité, grossièreté, on avait aussi dans cette séquence des chorégraphies, notamment avec des députés de votre groupe, qui boxaient une effigie du président de la République.
Ça, c'était pas vulgaire ou grossier? Non, c'était drôle. Ah oui? Bah oui, c'est en tout cas plus drôle que de crier dans l'hémicycle « nique ta mère » ou que quelqu'un vienne dire à un de mes députés « toi, si tu continues, je t'en mets une ». Ça, oui, c'est vulgaire, c'est grossier. C'est vulgaire et grossier de dire le mardi aux questions d'actualité devant les députés, comme l'a fait Édouard Philippe, je verrai si je mets le 49.3, alors qu'il l'a déjà décidé, convoqué par surprise un conseil des ministres sur le coronavirus, et puis enfiler là au milieu le 49.3, ça oui, c'est grossier et vulgaire. Mais sur la procédure parlementaire, justement... Vous savez, c'est pas moi qui ai souffert le plus hier, hein. C'est les députés La République En Marche qui sont vraiment traités comme du bétail, puisqu'on les a prévenus 5 minutes avant que le Premier ministre arrivait et qu'ils étaient priés de rentrer dans l'hémicycle pour acclamer en cadence. Moi, je ne permettrais pas qu'on me traite comme ça si j'étais député. Parce que c'était pas un secret, ils devaient s'y attendre aussi un peu aussi, eux. Non, mais alors voilà, c'est trop simple avec vous. Alors on se demande si c'est pas moi qui suis responsable du 49.3 alors que c'est lui qui le décide. Et puis on s'y attendait. Alors comme on s'y attendait, ben ma foi. Alors on pourrait s'attendre à ce qu'ils suspendent les élections municipales. Alors quand l'événement arriverait, bon, on dira bah, c'est normal, on s'y attendait. Vous êtes extraordinaire pour endormir. Bon, ça m'étonne de vous, d'habitude, vous piquez là. Non, mais vous êtes là pour réveiller tout le monde, donc c'est très bien. J'espère. Mais sur la procédure parlementaire, oui. Tous les opposants au 49.3 disent que l'on bafoue les droits du Parlement. Est-ce que, parce que vous avez dit que les 700 000 sous-amendements c'était du pipeau, mais les 40 000 amendements, ça c'était de la réalité, et tous ne portaient pas non plus sur le fond du texte, il y en a beaucoup qui étaient finalement des amendements de forme. Est-ce que les modalités d'obstruction, reprenons le mot, est-ce que ça ne ridiculise pas aussi un peu le Parlement? C'est-à-dire que s'il y a des gens qui n'écoutent pas les débats et qui font des commentaires à partir des commentaires de leurs collègues qui eux-mêmes commentent leurs impressions et les éléments de langage qu'ils reçoivent par pli scellé du gouvernement, c'est clair qu'on ne comprend rien. Mais il n'est pas vrai qu'il n'y a pas eu de débat sur le fond. C'est le contraire. Je vous rappelle, Guillaume Tabar, que ce n'est pas le Figaro qui s'est aperçu que la valeur, le revenu d'activité moyen par tête n'existait pas. C'est moi, pauvre parlementaire. C'est ma collègue Mathilde Panot qui a mis à jour le mécanisme pour les chômeurs. C'est ma camarade Clémentine Autain qui a fait la démonstration de pourquoi pour les femmes cette réforme serait une catastrophe. Donc on a discuté du fond. Mais il y a quelque chose à comprendre. Eux, ils voudraient qu'on améliore leur texte. Mais nous ne sommes pas là pour ça. Nous nous opposons au texte. Nous trouvons que le système comme il fonctionne nous convient, nous voulons l'améliorer. On ne veut pas le révolutionner, le fiche par terre. Donc il faut admettre l'idée qu'une opposition s'oppose suivant le choix de ses propres moyens. Quand vous mettez un amendement, on n'est pas les seuls d'ailleurs à avoir fait ça, tout le monde a fait ça, vous mettez un amendement de forme, eh ben, c'est l'occasion pour vous de parler du fond. Moi je suis intervenu 4 fois. Sur mes dernières interventions, c'était sur le travail détaché. Alors, il y en a eu un, évidemment, qui suit rien, qui lit rien, qui prend un papier qu'on lui a envoyé, qui dit « Nous perdons du temps avec le travail détaché qui n'a rien à voir avec les retraites. » Ben si, bonhomme, le travail détaché coûte 3 milliards 300 millions au régime de sécurité sociale. L'amendement, il ne portait pas là-dessus. Enfin, ça y est, on va refaire le débat. Mais c'est ce que je suis en train de vous expliquer, Guillaume Tabar. Vous ne voulez pas comprendre. Si, vous prenez comme prétexte des amendements de forme. Ça y est, voilà, ça y est, c'est clair. Mais vous savez, vos amis de droite ont fait pareil. Hein. Alors, on va passer à une autre question sur les élections municipales. Voilà, puisqu'apparemment, quand même, ces municipales auront bien lieu. Votre parti a fait l'impasse sur ces municipales, en grande partie, bah oui, en présentant peu de listes, en tout cas estampillées sur la France insoumise. Pas pareil. Sauf notamment à Paris. Alors j'ai regardé, à Paris, à la présidentielle, vous aviez fait au premier tour 19,56%, ce qui était en gros votre moyenne nationale. Là, votre candidate, Danielle Simonet, dans le sondage qui est paru ce matin dans le JDD, est créditée de 5%. Est-ce que finalement, l'impasse globale que vous faites sur les municipales, c'est pas par peur que l'on voit ce que pèse aujourd'hui? Voilà, réellement. Vous avez tout compris. Comme nous avons peur, nous sommes anxieux. Je vous pose la question? Non, vous ne posez pas la question, vous affirmez. D'abord, vous verrez que le résultat de Danielle Simonet ne sera pas ce que vous dites. Il sera plus élevé. Après, la sociologie de Paris n'est pas une sociologie qui favorise les insoumis. Et une élection présidentielle, une élection municipale, c'est pas à vous que je vais apprendre ça, c'est pas pareil. Et les réflexes des électeurs ne sont pas les mêmes. Donc la bataille a lieu. Alors après, je vais vous reprendre quand même dans le cadre plus large, parce que notre campagne à Paris, elle est tout simplement magnifique. Et nous avions un meeting encore il y a 2 jours, salle ultra comble, pour des gens qui, comme vous dites, ont fait l'impasse. C'est quand même curieux. Non, ça marche très bien. Et surtout qu'on a un bilan avec Danielle Simonet. Elle a fait un boulot remarquable de compte-rendu, d'action, etc. Alors, sur le pays, non, vous ne nous avez pas compris. Vous n'avez pas compris ce qu'on fait. Nous avons décidé de nous des listes citoyennes. On soutient des listes citoyennes. Nous sommes présents, des insoumis sont présents dans 550 listes dans les villes de plus de 10 000 habitants. C'est-à-dire dans les 2 tiers.
Et nous sommes dans des configurations, comme c'est les gens qui décident sur le terrain, je ne vous dis pas que c'est toujours génial, mais c'est comme ça que ça se passe et que c'est organisé. Eh bien, nous sommes dans des configurations très différentes où nous avons des fois la tête de liste, mais nous ne le disons pas, parce que nous sommes au service de la liste citoyenne, et d'autres fois, nous sommes avec d'autres. Par exemple, nous sommes 200 fois dans des listes avec les communistes. Nous sommes 177 fois avec des Verts. Vous savez que les Verts, c'est pas facile. Eux, ils ont la tête de liste, ou sinon, ils veulent même pas vous parler. Eh bien, ça nous a pas découragés. Et même, il y a des listes où on se retrouve avec des socialistes. Donc, c'est pour vous dire, nous sommes très actifs, mais dans un mode bien particulier. Priorité à l'auto-organisation. Et qu'attendez-vous pour la suite de la vie politique? Est-ce que ces municipales vont servir à tester, à préparer des nouvelles formes d'alliance, des nouvelles configurations, notamment à gauche? Bon, on va tirer les leçons de ce que ça donne. Si ce que nous avons voulu ne donne rien, c'est-à-dire que les listes citoyennes n'y arrivent pas, ou que les listes de la gauche traditionnelle ou des partis traditionnels l'emportent, il faudrait étudier ça cas par cas, qui a voté, qui n'a pas voté, etc., etc. Mais pour nous, dans le processus général qui est la stratégie de fond qui a été mise en route à partir de 2016 et l'annonce de ma candidature en 2017. Notre objectif, si vous voulez, c'est pas, contrairement à ce qu'a dit Madame la porte-parole du gouvernement, de faire un parti révolutionnaire. Non, nous voulons un peuple révolutionnaire, c'est-à-dire un peuple citoyen. Et donc tout ce qui contribue à élever le niveau de conscience, d'auto-organisation est bon. Je voudrais qu'à la prochaine présidentielle, en 2022, on ait davantage qu'une émotion collective. Parce que les enjeux de 2022 vont être assez compliqués à assimiler. Prenons l'exemple de l'écologie. Si on continue avec l'écologie de consensus, où il suffit qu'un Vert arrive, quoi qu'il raconte, on se dit « ah ben c'est lui l'écologiste », ça ne va pas le faire. Hein. Et on nous a donc besoin que les débats de fond aient lieu. Et en particulier, les gouvernements de salut commun, si on veut vraiment mettre en route des mesures, et qui soient des mesures fermes et fortes, pour faire changer le mode de production, il va falloir qu'on accepte de débattre. Jean-Luc Mélenchon, juste une dernière question sur les municipales, parce qu'on voudrait vous parler de la Syrie aussi après. Gardez du temps. Parlons justement de Syrie, puisque le sujet est important, parce que pendant qu'on ne parle que du coronavirus en France, simultanément, le régime turc a lancé une offensive sur Damas, long prolongement d'un conflit de plusieurs mois et plusieurs années dans ce pays, qui a déjà fait plusieurs centaines de milliers de morts. Le régime Damas soutenu par la Russie de Vladimir Poutine. Dans cette guerre, en gros, est-ce qu'il faut choisir son camp? Est-ce qu'il faut défendre le régime de la Syrie contre Erdogan ou inversement? Écoutez, déjà commençons par dire que si les raisons que nous avons eues à juste titre de trouver le régime de M. Bachar el-Assad détestable, il était encore plus détestable que ce soit Daesh qui l'emporte, et il est tout à fait insupportable de voir que la Turquie, qui est censée être membre de l'OTAN, c'est-à-dire notre allié, alimente Daesh. Et nous menace de nous jeter à la figure des personnes qui sont migrantes du fait de la guerre à laquelle contribuent les Turcs eux-mêmes, à la figure. Donc le régime qui mélange la religion et la politique en Turquie, parce que c'est quand même ça, sa tare fondamentale, hein, qu'un tel régime est un régime odieux et qu'il faut cesser de l'aider, de l'encourager, de le financer, de lui faire les yeux doux et de l'accepter d'être dans la même alliance que lui. Ensuite, pardon, mais je vais vous paraître horriblement banal. Je pense que ceux qui sont capables d'organiser une guerre doivent être capables d'organiser des élections. C'est moins compliqué et moins coûteux. Et par conséquent, les résolutions de l'ONU qui sont proposées pour la Syrie sont à mes yeux les bonnes. Qu'on organise en Syrie des élections libres en négociant cette organisation avec le pouvoir qui est en place, parce que si on commence par dire d'abord le pouvoir s'en va, eh bien on ouvre tout simplement la voie à Daesh. Si on veut ouvrir la voie au peuple syrien, il faut donc que le peuple syrien s'exprime. Et je vais vous dire encore une chose. Les liens avec la Russie, de Vladimir Poutine, les bombes. Eh bien écoutez, les Russes, heureusement qu'ils sont là. Parce que sinon, peut-être qu'on serait en face de Daesh. Et heureusement qu'ils ont du sang-froid, parce qu'ils n'ont pas riposté à l'agression aux Turcs. Et puis je vais dire encore une chose. Qu'est-ce que les Turcs font en Syrie, s'il vous plaît? De quel droit se plaignent-ils du fait qu'ils aient reçu des coups qui viennent de l'armée régulière syrienne, alors que c'est eux qui sont entrés en Syrie et qui tirent sur les gens qui s'y trouvent? Et enfin, ils nous ont aussi tiré dessus, à nous les Français. Et je juge déplorable que l'on n'ait rien fait après ça. J'estime que ce n'est pas aux Turcs de décider si les Français doivent être ici ou là en Syrie. Les Français font ce qu'ils veulent, quand ils veulent, où ils veulent. Et en Syrie, personnellement, je ne serais pas pour la méthode qui a été suivie,
Mais j'estime que ce n'est pas à eux de décider à notre place. Et que il doit leur en cuire s'ils s'en prennent à nous. Et il vaut mieux que tout le monde sache dans le monde que les Français sont une puissance pacifique, à condition qu'elle le soit, et qu'il en cuit quand on s'en prend à eux. Dernière question, Guillaume. Rapidement, les États-Unis, le Super Tuesday mardi, Bernie Sanders va peut-être être consacré comme favori des démocrates américains. Est-ce que Bernie Sanders, c'est le Mélenchon américain ? Oh, je ne sais pas, on va voir comment il s'y prend, mais disons que nous sommes très voisins dans les manières de faire. Après, le programme de Bernie Sanders se rapporte aux États-Unis. Mais, Monsieur Tabar, je ne peux pas vous cacher mon bonheur dans cette situation. Parce que, voyez-vous, il a été tellement traîné dans la boue pour son âge, pour son caractère, des accusations grotesques d'antisémitisme. Cet homme était kibbutzin. Hein. Il a été accusé d'être un ami de Cuba parce qu'il a dit que Cuba s'en sortait bien pour l'alphabétisation. Enfin, on lui a fait tout ce qu'on nous fait à tous. Et maintenant, il n'y a plus une photo de lui qui paraisse sans qu'il ait le poing fermé, la bouche ouverte et les cheveux en bataille, comme moi-même quand vous me regardez dans des journaux, notamment le vôtre. Ça vous fait rire, du coup ? Ça me fait... oui, ça me fait plaisir. Mais surtout, écoutez-moi, l'extraordinaire, c'est qu'un candidat qui se réclame du socialisme démocratique puisse être le porte-parole du Parti démocrate aux États-Unis. C'est-à-dire que, en quelque sorte, le socialisme qui est né des luttes pour la diminution du temps de travail aux États-Unis, que ça a commencé, les 1er mai, eh bien que le socialisme soit de retour dans cette circonstance, oui, pour nous, c'est une grande cause d'allégresse. Si Sanders gagne, le monde change de mine. Et vous verrez, Monsieur Tabar, vous-même, vous en serez content. Jean-Luc Mélenchon, 2 dernières minutes, 2 images d'actualité. Celle-ci, pour commencer. Roman Polanski, il a obtenu le César du meilleur réalisateur. Qu'en avez-vous pensé ? Bon, comme je suis un intellectuel, je connais l'idée qui dit on sépare l'œuvre de celui qui l'a réalisée. Mais pardon de vous dire que compte tenu des crimes dont il est accusé et pour lesquels il a été condamné, je trouve que ce n'est pas une bonne chose que de le primer et de faire comme ce qu'il a fait ne comptait pas. Je préfère le dire avec fermeté, je suis écœuré. Voilà pour votre réaction sur cette actualité. La dernière image, c'est PSA qui va publier un bénéfice record net pour 2019 et qui va verser aux salariés au plus faible salaire une prime d'intéressement. 4 100 €, Jean-Luc Mélenchon. Ah, merci patron. Bon, il y en a surtout d'autres qui devraient leur dire merci, c'est les actionnaires, parce qu'ils ont augmenté de 60% le dividende. Là, pour cette année, pour les travailleurs, ça équivaut à une augmentation de 28% momentanée. Hein, voilà. Donc, c'est des sous qui sont bons à prendre, mais la générosité du patron de PSA est pas aussi grande que ce qu'il voudrait donner à voir. D'autant que, comme il va verser cette prime sur le compte prévu par M. Macron, vous savez, après la mesure gilet jaune, hein, donc 60% sera donc retiré de ses impôts sur la société PSA. Ces gens sont très capables d'être généreux avec l'argent des autres. C'est leur spécialité. C'est pas le signe que ça bouge dans le partage des profits à aucun moment ? J'espère qu'on partage les profits différemment dans ce pays. Vous savez, si on les partageait un peu mieux en augmentant les salaires, pour 1% d'augmentation des salaires, on aurait 2,3 milliards de plus dans la caisse des retraites. Donc vous savez, comme il n'y a déjà pas de crise financière dans le système des retraites, en plus il y aurait des excédents. Ce serait magnifique. Jean-Luc Mélenchon, merci beaucoup d'avoir été notre invité dans En toute franchise ce soir. Merci beaucoup, Guillaume.